Dimanche 27 février. J'ai été assez souffrante depuis quelques jours, ayant attrapé froid et par suite un fort mal de gorge. Je désirais me faire saigner, mais le docteur Fischer s'y opposa absolument. Enfin, après quelques soins, me voici sur pied, et j'en ai profité aussitôt pour visiter les îles qu'on aperçoit à peu près à 1 lieue en mer et très rapprochées les unes des autres. Dans la première où nous abordâmes est un fort, le fort Saint-Jean, gardé par 50 invalides. Dans la seconde s'élève un château flanqué de 4 tours et servant de prison. C'est le château d'If. Il est entouré d'une muraille d'enceinte armée de 20 canons. Une petite garnison veille à sa défense. Les baraquements des soldats occupent une partie de l'île qui sert aussi de rendez-vous de plaisir. Les Marseillais y apportent leurs provisions et les font accommoder par un restaurateur dont l'auberge est très renommée. L'île ne produisant même pas la nourriture de ceux qui l'habitent, on y a établi un magasin renfermant toujours une provision de blé et de viande dans les cas où la mer trop mauvaise ne permettrait pas d'aborder, ce qui arrive quelquefois 5 ou 6 jours de suite. Après une montée assez roide, nous arrivâmes à la porte du château. Nous y trouvâmes le commandant entouré de quelques soldats. Il se montra fort empressé à satisfaire notre curiosité et ordonna à un de ses hommes de nous servir de guide. Celui-ci, intelligent et très complaisant, répondit à toutes nos questions. Après qu'il nous eut fait faire le tour du château, nous le remerciâmes, et lui ayant donné une pièce de 12 sous, nous redescendîmes le roc. Nous fûmes bientôt rejoints par une troupe d'enfants qui, tout en chantant, sautaient et gambadaient au-devant de nous, sans souci du danger qu'ils couraient le long du précipice bordant un des côtés du chemin. Accompagnés de leurs souhaits de bonheur dont ils nous accablèrent, nous arrivâmes jusqu'à notre bateau. Mais nous n'y fûmes pas plus tôt installés que notre batelier nous déclara que, le vent ayant changé, nous ne pourrions revenir à la voile. La mer s'était tout à coup mise au calme plat, ce qu'il appelait la mer d'huile. Force fut donc de se servir des rames, sans quoi nous n'eussions pas bougé. Par conséquent, notre retour s'effectua assez lentement. Mais le temps était superbe et à 4 heures nous étions de retour, enchantés de notre expédition. Vendredi 4 mars. Monsieur Cradock, assez souffrant depuis quelques jours, s'est fait saigner. Était me promener à la place Saint-Michel. Du jardin, on a une vue étendue des rochers, de la mer, des Bastides et de la campagne environnante. Jeudi 10 mars. À 1 heure, nous allions nous promener sur le port où bientôt venaient nous joindre le duc et la duchesse d'Argyle. Tous ensemble, nous fûmes au bazar turc et de là chez un marchand voir des étoffes nouvelles à raies de différentes couleurs destinées à Sa Majesté la Reine de France. Samedi 12 mars. À 1 heure, reçut la visite du marquis de Lorne et du major Morrison. Après dîner, était sur le port, et à 5 heures, au petit théâtre, où l'on donnait Zémire et Azor, suivi du marché de Marseille. De retour à 8 heures. Mercredi 16 mars. Temps froid, sombre et brumeux. Après déjeuner, M. Cradock écrivit des lettres, le docteur Fischer sortit, et moi je m'occupais des malles, devant partir le lendemain pour Montpellier. À 1 heure, j'allais encore faire un tour sur le port. À 3 heures, nous dînions, et à 4 heures, M. Blanc me frisait pour la dernière fois. Dans l'après-midi, le duc et la duchesse d'Argyle et quelques autres nous firent leur visite d'adieu. À 8 heures, après le thé, nous demandâmes à payer notre note. Mais notre hôtesse fut si impertinente et si exagérée dans ses prix que M. Cradock pria un de ses amis de vouloir bien régler le compte à sa place. Jeudi 17 mars. M. Cradock, le docteur Fischer et moi partions à 8 heures du matin pour Montpellier. Les chevaux devaient être prêts à 6 heures, mais comme d'habitude en France, on nous fit attendre 2 heures. Ayant eu la précaution de donner une demi-couronne, soit 3 francs, au commis chargé d'examiner les malles au bureau de sortie de la ville, on nous laissa passer sans ouvrir les nôtres, tandis qu'on déchargea et fouilla tous les bagages d'une famille française voyageant en même temps que nous. Nous arrivâmes à Aix vers 2 heures, descendîmes de voiture et achetâmes 2 livres de pain. Ces messieurs allèrent au café. Je me promenais sur le cours et à 2h30,
nous reprenions notre chaise de poste. Avant d'atteindre Saint-Cana, le relais suivant, le cabriolet du docteur Fischer se cassa. On le rattacha tant bien que mal avec des cordes, afin qu'il pût atteindre la première poste. Mais cette opération demandant quelque temps, M. Cradock et moi poursuivîmes notre route, et le docteur Fischer nous rejoignit plus tard. Nous couchâmes à Orgon, auberge modeste et très froide, mais propre. Les gens très polis, bon souper et bon vin. Vendredi 18 mars. Nous partions à 7 heures pour arriver à 9 à Saint-Rémy, petite ville située dans une plaine au pied des hautes montagnes, l'abritant d'un côté. À peu près à 1 mille de là, les ruines d'un arc de triomphe et d'un antique mausolée qu'on croit avoir été restauré par un fils en mémoire de ses parents dont les statues couronnent l'édifice. Il est d'ailleurs évident que les têtes de ces statues sont de date récente. Les anciennes ont été dérobées et remplacées par celles qu'on y voit aujourd'hui. Ce monument est encore en bon état, et les bas-reliefs aussi parfaits et aussi distincts que s'ils ne remontaient qu'à quelques années, au lieu de compter, comme on le suppose, des siècles d'existence. L'Arc de Triomphe est moins bien conservé, mais par ce qu'il en reste, on peut juger qu'il devait être aussi remarquable que le mausolée. On entretient l'un et l'autre avec soin. Ils viennent d'être déblayés et entourés de bancs de pierre. La route y conduisant est due à une souscription des habitants de la ville. De retour à Saint-Rémy, nous prîmes du café pour nous réchauffer et continuâmes notre voyage jusqu'à Tarascon, dernière ville de Provence, où nous dînâmes à une excellente auberge. Là, nous traversions le Rhône sur un grand bac plat et abordions en Languedoc. À 2 heures, nous partions pour Nîmes en passant par le pont du Gard. Cet aqueduc avait autrefois 9 lieues de longueur. Des conduits y aboutissaient, portaient à Nîmes les eaux des fontaines d'Eure et d'Hérault. Il franchit une vallée profonde, encaissée entre de hautes montagnes et arrosée par le Gardon. Il se compose de 3 ponts superposés. Le premier a 6 arches, le second 11 et le troisième, où passent les conduits, en a 35. Je n'avais jamais encore ressenti une impression pareille à celle que j'eus en contemplant cette merveille. Ces messieurs montèrent jusque sur les arches supérieures. Je désirais en faire autant, mais on me fit observer que si le vent soufflant violemment, je ne saurais m'y maintenir, et en vérité, lorsque je vis le docteur Fischer, qui, quoique d'une taille peu ordinaire, ne paraissait à cette distance guère plus grand qu'une corneille, je compris qu'une position aussi élevée ne me convenait pas. Je me contentai donc d'admirer ce qui m'entourait. Les rochers, quelques-uns dénudés, d'autres entremêlés d'arbres ombrageant la rivière. Celle-ci, tantôt serpentant doucement et suspendant son cours tranquille de distance en distance, pour former des cascades et ajouter à la grâce de ce paysage si imposant. Ces messieurs revenus, nous poursuivîmes jusqu'à Nîmes, qu'on dit avoir été bâtie 500 ans avant Rome. En approchant, on rencontre les ruines d'une tour romaine, située sur une haute colline dominant la ville. Les anciens murs s'avancent jusqu'à cette tour qui servait autrefois de forteresse et a encore 90 pieds de hauteur. Nous n'arrivions qu'à 9 heures du soir à l'hôtel, où il ne restait de disponible qu'une seule chambre à 2 lits, devant servir de chambre à coucher et de salle à manger pour nous et nos domestiques. Mais lorsque la maîtresse de l'hôtel comprit que nous avions l'intention de nous arrêter quelques jours, elle proposa de nous céder sa chambre pour une nuit, supposant, avec raison, qu'il y en aurait de libre le lendemain. En conséquence, M. Cradock, moi et ma femme de chambre, nous occupâmes celle destinée à nos repas, tandis que le docteur Fischer et James se contentèrent de l'autre. Cet hôtel était uniquement desservi par des hommes, chargés même des lits. Aussi, je résolus d'aider ma femme de chambre à faire le mien. La nourriture bonne et tout assez propre. 19 mars. M. Cradock se leva de bonne heure pour se promener, tandis que je m'habillais et que j'aidais à nettoyer la chambre et à préparer le déjeuner. Aussitôt après, nous sortions visiter la ville. D'abord, nous allions aux bains romains que l'on a dégagés et qui doivent être restaurés d'après les premiers plans. L'eau qui y coule constamment provient de la fameuse fontaine de Nîmes, dont la source fournit en abondance
une eau claire comme le cristal, et alimente non seulement la ville, mais les moulins, les canaux, les bassins construits en pierre blanche d'un aspect propre et gai. De belles avenues séparent les bains des canaux. Vis-à-vis des bains sont les ruines du temple de Diane. Les murs seuls existent, mais des fragments de piédestaux, de fûts de colonnes, de corniches et d'un entablement attestent la splendeur première de cet ancien édifice. Il fut détruit pendant la guerre civile sous le règne de Henri III. De là, nous nous dirigeâmes vers l'amphithéâtre, qui passe pour le plus beau modèle de ce genre. Il date d'Antoine le Pieux, qui y contribua largement. Nous le parcourûmes en entier, et nous reposâmes sur un des gradins s'étageant autrefois au nombre de 30, aujourd'hui au nombre de 17 seulement. Quelques-uns sont encore en parfait état, quoiqu'ils servent de mur d'appui à des maisons bâties au milieu des arènes. En contemplant cet ancien amphithéâtre, je ne pouvais m'empêcher de me reporter aux scènes barbares dont il avait été témoin, de réfléchir à la fragilité des grandeurs humaines et de déplorer qu'un si beau monument fût devenu presque un monceau de ruines. Nous continuâmes notre tournée par la maison carrée, bâtie par les habitants de Nîmes en honneur de Caius et Lucius César, petit-fils d'Auguste, par sa fille Julie, femme d'Agrippa. On cite ce bâtiment échappé aux ravages du temps comme un des chefs-d'œuvre d'architecture du monde entier. Il est probable qu'on le conservera, car il vient d'être converti en église par les Augustins qui s'y sont établis. Malheureusement, la magnifique simplicité de l'intérieur en a été gravement compromise par une quantité de petites chapelles ornées de mauvais tableaux, de statues habillées d'une façon criarde et de dorures clinquantes d'un goût déplorable. À 3 heures, nous retournions dîner à l'hôtel. Après quoi, M. Cradock partait pour Montpellier, où il voulait nous retenir un logement pour lundi. Après son départ, le docteur Fischer alla faire visite à M. Granier, lequel proposa de nous accompagner le lendemain à un cabinet d'histoire naturelle. Dimanche 20 mars. M. Granier arriva à 9 heures. Il nous conduisit chez les neveux du président de l'Académie des sciences, mort récemment. Ces messieurs, très aimables et très empressés à nous faire plaisir, nous introduisirent d'abord dans la bibliothèque de leur oncle défunt. Il me sembla qu'elle ne brillait pas par le nombre des livres, mais contenait, paraît-il, certains volumes fort rares. Je n'ai guère pu juger de leur valeur par moi-même. À côté de la bibliothèque, il y avait une chambre renfermant des antiques curieux, dont plusieurs ont été découverts dans des fouilles. J'admirais beaucoup une petite statuette en cuivre représentant Esculape. Ayant ensuite traversé un jardin, nous entrâmes dans une salle contenant toutes sortes de curiosités naturelles. On nous montra de l'or trouvé dans du sable déposé sur le bord du Gardon après une trombe d'eau considérable. Notre visite terminée, on nous pria d'inscrire nos noms sur un registre, ce que nous fîmes, et on nous offrit des rafraîchissements, ce que nous refusâmes. À 2 heures, nous retournions à l'hôtel où j'invitais M. Granier à dîner. Il ne put accepter, mais nous promit de repasser à 4 heures afin de nous mener visiter son jardin. À l'heure dite, il était là. Sur notre chemin, il nous arrêta près d'un trou dans lequel on descend par des marches et pavés en petites mosaïques rouges, blanches et noires. On prétend que c'est un bain particulier remontant aux Romains. Pour ma part, je n'y vis rien de merveilleux. Enfin, nous arrivâmes au jardin de M. Granier, dont il paraît très fier. Il me raconta qu'il était son propre jardinier et que, compris ses orangers, citronniers, etc., il possédait 500 différents genres d'arbustes. Je trouvais le jardin trop encombré pour être joli. À notre départ, il m'offrit, ainsi qu'à ma femme de chambre qui m'accompagnait, un superbe bouquet. Je le priai de partager notre souper. Il nous répondit que c'était impossible, mais qu'il viendrait prendre le thé avec nous. En effet, il arriva à 7 heures, m'apportant une bouteille de liqueur très estimée dans le pays. Il resta avec nous jusqu'à 8h30, nous offrant ses services avec la plus exquise complaisance, et nous invitant même à déjeuner le lendemain. Nous ne pûmes accepter, devant partir pour Montpellier. Lundi 21 mars. Levé à 5 heures, malgré une mauvaise nuit et un gros rhume. Les chevaux avaient été commandés pour 6h30, mais comme toujours, on nous fit attendre. J'étais à bout de patience lorsqu'ils parurent à 8 heures.
De plus, l'exagération de la note qu'on nous força à payer et la grossièreté de la maîtresse de l'hôtel en réponse à nos observations ne me firent pas regretter mon départ de cet hôtel du Louvre. Nous nous arrêtâmes à Lunel prendre du café et à 1h30 nous arrivions à Montpellier où M. Cradock venait à notre rencontre sur le port. Il nous fit descendre de voiture et nous gagnâmes à pied la maison qu'il avait choisie. Je l'ai trouvée charmante. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée s'ouvrent sur un jardin de moyenne grandeur, planté de jolies fleurs et d'une vingtaine d'orangers, portant à la fois fleurs et fruits. Notre habitation visitée, nous allions sur la place du Pérou, belle terrasse, d'où l'on domine d'un côté le pays environnant, et d'où l'on aperçoit de l'autre la mer à une distance de 4 lieues, sur laquelle on distingue visiblement les navires. Cette terrasse conduit à un bel aqueduc d'environ 1 mille de longueur. À l'autre extrémité de la terrasse, la plus rapprochée de la ville, se trouve un superbe édifice sous lequel passent les conduites transportant l'eau pure et limpide jusqu'aux 3 fontaines qui fonctionnent nuit et jour sans interruption. La plus grande dans le style d'un temple est placée devant cet édifice. Les 2 autres, petites, dans des allées, en contrebas, plantées d'arbres qui, au milieu de l'été, offrent une ombre bienfaisante dans ce pays élevé et exposé à l'ardeur du soleil. Ces avenues et notre promenade de l'autre côté de la ville, appelée l'Esplanade, ont été tracées à grands frais par les États du Languedoc, Montpellier étant la capitale du Bas-Languedoc. La ville elle-même n'est pas très agréable. Les rues sont en général étroites et mal pavées. Le marché bien approvisionné, mais on exploite les étrangers. Notre maison, comme toutes celles habitées ici par les Anglais, est située hors des portes de la ville. Vers 3 heures, nous revenions dîner. Après quoi, ces messieurs allaient se promener. Quant à moi, je me couchais à 9 heures, assez fatigué de ma journée. Mardi 22 mars. Mon rhume m'ayant empêché de sortir, je n'ai pu me promener que dans le jardin. À 11 heures, M. Cradock reçut la visite de M. de Lamarche, le consul hollandais, et j'invitai Madame de Lamarche à prendre le thé avec nous dans la soirée. Le docteur Fischer a rendu visite à quelques médecins pour lesquels il avait des lettres de recommandation. Mercredi 23 mars. Le docteur Fischer est allé à l'hôpital et à l'académie de médecine. Jeudi 24 mars. Quoique encore un peu souffrante, j'ai voulu à 5 heures rendre visite à Madame de Lamarche, que je trouve charmante et qui parle un peu anglais. Au coin d'une rue, nous fûmes arrêtés par une procession des pénitents blancs. Des prêtres, psalmodiant et portant des crucifix, marchaient en tête. Suivaient des hommes revêtus de grandes robes blanches avec des capuchons noirs rabattus, cachant presque entièrement leur visage. On s'agenouillait sur leur passage. De jeunes garçons jouaient du cor et d'autres instruments. Du reste, aujourd'hui, jeudi saint, on ne rencontre que processions défilant par la ville. Après 2 heures passées très agréablement, nous prîmes congé les uns des autres, et à notre retour, nous nous arrêtâmes dans une église où l'on chantait l'office. Il y avait foule, et chacun semblait absorbé par ses dévotions. À la porte de l'église se tenaient 6 prêtres, à côté de tables sur lesquelles étaient posés des plateaux d'argent, destinés à recevoir les offrandes des fidèles. À 9 heures, nous étions à la maison, et le docteur Fischer, devant nous quitter le lendemain, me donna une dernière consultation. Vendredi 25 mars. Dans la matinée, le docteur Fischer a voulu encore une fois visiter l'hôpital. À 9 heures, nous déjeunions tous ensemble, et après le dîner, il prenait congé de nous pour retourner en Allemagne. Samedi 26 mars. Ce matin, vent et temps froid. Dans l'après-midi, la température s'est adoucie et M. Cradock m'a proposé de commander une voiture pour le lendemain à 7 heures du matin afin de nous rendre à Sète.